Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Vous le savez, chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, notre consultant Didier Bruno. Bonjour Didier. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes notre expert sur le plateau. Aujourd'hui, dans votre chronique, on va parler de la cybercriminalité et on va essayer de répondre à une question d'un internaute, une question technique, sur une notion anglo-saxonne, l'EBITDA. Ce sera dans la deuxième partie. Le Made in France. Le Made in France, c'est un argument toujours efficace pour convaincre les consommateurs de plus en plus avides de proximité et de traçabilité. Le fait en France est aussi un outil essentiel pour valoriser des savoir-faire ou pour réveiller un sentiment d'appartenance à un territoire. 3 Grenoblois iront bientôt à Paris, au salon du Made in France. Mais avant cela, ils sont sur notre plateau. Et puis focus sur l'un des leaders mondiaux du presse-agrumes. Il est à Grenoble et il s'appelle Sampa. En proposant des machines design et technologiquement innovantes, il a réussi à conquérir des marchés étonnants, comme par exemple des concessions automobiles, des aéroports ou des salles de sport. Toujours plus inventif, Sampa propose maintenant des murs à jus. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour Classe Affaires. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage dans le club de l'économie en Isère. Le numérique est incontestablement un vecteur de croissance et d'innovation, mais comme toutes les révolutions, cette transition s'accompagne de défis majeurs, notamment celui qui consiste à bien appréhender les risques. De nouvelles failles émergent qui peuvent être exploitées à des fins malveillantes. La cybersécurité ou la cybercriminalité devient un impératif à connaître pour les entreprises comme d'ailleurs pour nous, les citoyens. Didier Bruno, quels sont les principaux risques qu'il faut connaître ? Alors avant de parler de risque, Christophe, on peut peut-être redéfinir ce que c'est que la cybercriminalité. Donc c'est toute action, on va dire, illicite qui vise à l'intrusion dans un système informatique, dans un système d'information, ou une action illicite qui serait menée à partir d'un système d'information. Voilà, donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tout le monde est concerné, tout le monde est touché, le citoyen, les États, les entreprises. On a beaucoup médiatisé les dernières élections aux États-Unis autour des tensions entre la Russie et les États-Unis sur les cyberattaques dont auraient fait l'objet les États-Unis. Donc c'est un sujet qui, à l'heure de la mondialisation et à l'heure du tout numérique, est un sujet très important. C'est aujourd'hui, on va dire très clairement, le premier risque des entreprises. Alors c'est un risque à la fois financier, parce qu'on considère qu'il y a toujours une perte à la clé de ces actions illicites. Je crois que les spécialistes considèrent que ces pertes ou ces risques pourraient être chiffrés aux alentours de à peu près 6 000 milliards de dollars dans à peu près 15 ans. Donc c'est très important, c'est bien plus que les catastrophes naturelles. Et puis bien sûr un risque de réputation, parce que c'est vrai que savoir que votre système informatique a été touché, quand vous avez des consommateurs, quand vous avez des fournisseurs, quand vous avez des clients, quand vous avez des salariés, c'est quand même très, très compliqué de maintenir une relation de confiance et d'expliquer comment vous allez pouvoir gérer ça. Une banque avait connu, j'allais dire, en 2016 ou 2017, je crois, Tesco Bank, une grave attaque de cybercriminalité, puisque des cybercriminels avaient pompé, excusez-moi le terme, mais près de 10 000 comptes de clients, et ce sont les clients qui s'en sont rendus compte, avant que la banque s'en rende compte. Voilà, donc vous imaginez bien qu'en termes de confiance, risque d'image, risque de réputation est très important. Bon, est-ce que cette cybercriminalité, elle va de pair, elle est inévitable parallèlement à cette transformation numérique qui nous envahit, qui bouleverse notre quotidien ? Oui, je crois qu'elle est inévitable. Après, il faut être très optimiste. J'allais dire, il est hors de question de remettre en cause, j'allais dire, les atouts, les bienfaits du digital ou du numérique. Je crois que c'est important pour les entreprises, c'est important aussi pour les États de s'engager sur cette voie, mais il faut être conscient qu'il y a des nouveaux risques associés. Voilà, donc je dirais que
Le sujet, c'est vraiment la façon dont on va les appréhender, ces types de risques. Comment est-ce que le citoyen, les pouvoirs publics, la coopération des États va pouvoir se mettre en place pour essayer de gérer cette situation. Mais vous savez, le monde, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut l'accepter. Voilà, donc il faut qu'on accepte que cette cybercriminalité est aussi une des conséquences de la mondialisation et du tout numérique qui, par ailleurs, nous apporte aussi, en tant que citoyen ou en tant qu'entreprise, aussi des avantages. Et alors précisément, est-ce que les entreprises, est-ce que les États, les pouvoirs publics ont pris la mesure de ce risque? Oui, alors j'allais dire, très souvent on se dit l'État est à la traîne, les pouvoirs publics sont à la traîne. Non, dans le domaine de la cybercriminalité, je crois que les États, et notamment la France, ont, j'allais dire, assez rapidement été à la pointe, que ce soit par la création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a un rôle très très important, que ce soit aussi dans le cadre de la loi de programmation militaire. En 2013, le gouvernement a défini 250 entreprises, on va dire, d'importance vitale, dans le domaine des banques, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des télécommunications. Et à ces entreprises, il est demandé des efforts substantiels en termes de protection de leur système d'information. Donc il y a vraiment une prise de conscience nationale, il y a une prise de conscience internationale au niveau de l'Europe, avec la directive européenne NIS, Network Information Security, qui va permettre une meilleure coopération entre les États. C'est un sujet qui est pris vraiment très au sérieux par les pouvoirs publics, parce que, on le voit bien, les conséquences de la cybercriminalité peuvent être très très importantes. On peut paralyser un pays, on peut paralyser une économie. Ou une entreprise. Alors, quelles sont les principales mesures à prendre quand on est un chef d'entreprise pour éviter ce genre d'attaque? Alors déjà, Christophe, quand on regarde la mobilisation au niveau des entreprises, comme souvent sur ces sujets-là, les grandes entreprises, on va dire les grands groupes, se sont bien équipés, avec très souvent des responsables de sécurité qui ont été nommés au sein des directions de systèmes d'information. Par contre, sur les TPE, les PME, voire certaines ETI, les investissements n'ont pas pu encore être complètement faits et surtout la nomination de ce type de responsable n'a pas encore été toujours effectuée. Donc les spécialistes considèrent que à peu près 1 à 2% du budget informatique des entreprises est positionné sur la sécurité. Ils considèrent, que ces spécialistes, que c'est insuffisant, nettement insuffisant, puisque c'est des investissements d'avenir, et qu'on devrait plutôt être autour de 5 à 10%. Voilà, donc il y a encore une prise de conscience. J'allais dire, c'est pas forcément une prise de conscience, parce que les chefs d'entreprise sont tout à fait responsables. La prise de conscience est là. Ensuite, il faut passer, j'allais dire, aux moyens, et il faut passer à l'action. Et les banques, vous nous citiez un exemple assez édifiant. On imagine bien que pour les banques, c'est stratégique. Comment est-ce que vous assurez la sécurité à vos clients? Alors, pour nous, c'est stratégique. Pourquoi c'est stratégique? Comme je vous l'ai dit, on fait partie des secteurs prioritaire en termes de sécurité. D'abord parce qu'on est un tiers de confiance. Quand on n'a plus confiance dans la banque, on n'a plus confiance en grand-chose. On l'a vu en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers. Donc la banque, ça reste le tiers de confiance. En réalité, en vérité, de par j'allais dire, la capacité que nous avons dans nos systèmes et puis dans l'inconscient, dans la symbolique, nous sommes un tiers de confiance. Donc pour nous, c'est très très important. C'est très important. Donc ça veut dire que nous, notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est de contribuer j'allais dire, à sensibiliser nos clients, que ce soit des particuliers, que ce soit des artisans commerçants, des entreprises, des collectivités, à ce sujet. Ça, je crois que c'est important dans le cadre de notre dialogue permanent avec nos clients. La deuxième chose, c'est aussi de contribuer par des innovations, produits et services, à limiter ces sujets de sécurité. Moi, j'ai été beaucoup, j'allais dire, sur le terrain, quand il y a eu les fraudes au président, des fraudes que toutes les entreprises ont connues, elles ne le médiatisent pas, elles n'ont pas à le médiatiser parce que c'est vrai que ça attirerait d'autres fraudes, mais sur les fraudes au président, nous avons fait le tour de nos grands clients, nous avons fait des réunions pour expliquer ce qu'il fallait faire, etc. Et troisième chose, et je vais vous montrer un petit peu, vous voyez, j'espère que vous le voyez bien à l'écran, des petites brochures que la Fédération bancaire française édite, qui sont des petites brochures pleines de bon sens, sur les principales précautions à prendre. Alors bien sûr qu'il faut investir dans les systèmes de sécurité, mais il y a aussi beaucoup de bon sens et de petites actions au quotidien à effectuer. Et donc nous, dans la banque, on considère qu'on est dans notre rôle quand on parle à nos clients de cybersécurité. Voilà, des documents qui sont facilement tout à fait disponibles sur voilà, sur vous les Internet. trouvez à la Banque de France ou vous les trouvez auprès de votre partenaire bancaire. Merci Didier pour ces détails sur les enjeux de la cybersécurité. Je retiens ce chiffre, entre 2015 et 2021. Le coût des dommages causés par les cyberattaques devrait atteindre les 6 000 milliards de dollars.
L'économie sociale et solidaire n'en finit pas d'inspirer. À Grenoble, l'association Entropie promeut le design libre et l'éco-conception. Elle développe par exemple des tiny houses, comprenez, des mini-maisons. Elles ont l'avantage d'être mobiles, vite construites et 100% développement durable. Reportage sur un chantier à Mins. Qui n'a jamais rêvé de se réveiller chaque matin dans un lieu différent? De voyager librement tout en emportant son chez-soi avec soi. Le concept de maison itinérante ne date pas d'hier. Après la roulotte, le combi Volkswagen et la caravane, voici la micro-maison. Né aux États-Unis, le mouvement des tiny houses est apparu à la fin des années 90 en réaction à l'expansion de la surface moyenne des maisons dans le pays. Très utilisée après l'ouragan Katrina, elle gagne en popularité et franchit l'Atlantique pour atterrir ici, à Mins. Donc une tiny house, c'est ce bâtiment-là. Du coup, c'est une maison, une petite maison qui peut être sur un châssis de remorque dans notre cas et qui peut se déplacer facilement, ce qui permet de déplacer son habitat assez facilement. La nôtre, elle fait à peu près 12 mètres carrés, c'est le plus petit modèle avec une mezzanine de 4 mètres carrés. Et à l'intérieur, il y a tout le confort d'une maison classique avec une cuisine, une salle de bain, un petit salon et puis un espace pour dormir. Fondée en 2008, l'association Entropie développe des méthodes de fabrication d'objets du quotidien et les met à disposition du public sur son site internet. Au cours des 2 dernières années, Christophe et sa collègue Nolwenn développent un modèle de tiny house qu'ils vendent à une cliente. Rien n'est laissé au hasard, l'aménagement doit être pensé pour rentabiliser l'espace au maximum. Puis vient la phase de la construction. Donc là, on a 2 personnes qui sont en service civique que j'encadre sur la construction de la tiny house pour qu'on se mette en fait dans des conditions de personnes novices qui ne connaissent pas le métier, des conditions d'autoconstructeurs. Du coup, je leur donne un peu les instructions, je les laisse faire, je vois les problèmes qu'elles rencontrent, je les conseille. Et on note tous nos temps de fabrication pour avoir une estimation en fait, du temps que 2 autoconstructeurs mettraient à construire la tiny house. Toutes ces informations enrichiront une documentation en open source pour permettre à chacun de réaliser sa propre micro-maison. Comptez 3 mois de fabrication pour ce modèle. Attention, qui dit petit ne veut pas dire pas cher. Si vous l'achetez toute faite, la tiny est dans les prix d'un logement en dur de même surface. Le concept du design libre et de l'autoproduction porté par cette association Entropie sont sélectionnés par Classe Affaires pour le prix Innover pour gagner. Il sera remis début mars à l'occasion du forum du même nom. Produire et fabriquer, créer aussi, c'est la base de toute activité économique. Et quand un pays ou une région peut en plus compter sur le savoir-faire de professionnels engagés, eh bien la croissance est inévitablement au rendez-vous. Dans l'Hexagone, 8 consommateurs sur 10 se disent sensibles à l'argument du fait en France. Et à l'étranger, le label Made in France est toujours très apprécié, très porteur. Par ailleurs, les marques régionales, les appellations d'origine connaissent un succès croissant. Le Made in France a désormais son salon. Il se tient en novembre à Paris avec plus de 450 exposants. Des Grenoblois feront le déplacement, mais avant cela, ils sont avec nous sur le plateau. Catherine Valentin de l'Esprit Couture, elle est styliste. Hélène Letellier de l'Atelier d'Hélène, créatrice de bijoux. Et Laurent Gras, le restaurateur bien connu, qui s'est lancé dans cette aventure du Crétin des Alpes. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant votre départ pour ce MIF, ce salon du Made in France à Paris. Catherine Valentin, on va faire un peu connaissance. Donc je le disais, vous êtes styliste à Grenoble, c'est ça? C'est ça, je suis styliste modéliste à Grenoble. Donc je crée et je réalise à la main dans mon atelier donc, des vêtements sur mesure. Voilà. C'est rue Saint-Laurent. Hein? Rue Saint-Laurent, c'est ça. Quand vous dites vêtements sur mesure, c'est pour quelle occasion? Parce que c'est sur mesure pour le quotidien, mais aussi pour les grandes occasions. Voilà, c'est ça. C'est du quotidien et puis pour des grandes occasions autour du mariage, par exemple. Voilà. Donc, création féminine exclusivement? Exclusivement pour les femmes, oui, tout à fait. Voilà. On crée des vêtements, des accessoires. Des accessoires, des manteaux, robes de mariée. Et avec donc les personnes choisissent leur modèle, leur textile. On discute un petit peu aussi de ce qu'elles recherchent comme bien-être, comme confort, comme forme, pour les sublimer dans leur allure. Et puis il y a une petite particularité, vous allez à Paris au salon avec des kimonos, une collection de kimonos. Une collection de kimonos. Donc là, on n'est plus dans le sur-mesure, on est dans de la pièce unique par contre. Donc c'est presque du sur-mesure. Quelle idée!
Oui, bah c'est une pièce maîtresse dans toute ma création. En fait, j'ai commencé par créer des kimonos et ça m'a jamais lâché. Et puis voilà, cette année, j'ai décidé de monter une gamme de pièces uniques que je vais présenter au salon. Alors, c'est des kimonos occidentalisés, hein? Alors, c'est des kimonos occidentalisés, tout à fait. Ce ne sont pas des kimonos avec des hobbies très larges comme ce qu'on peut trouver au Japon. Mais par contre, avec des similitudes, c'est des pièces qui sont faites dans une seule étoffe. Il n'y a pas beaucoup de couture, en fait. J'attache beaucoup d'importance au choix de la matière. J'utilise beaucoup de jacquard. Je travaille avec des tisseurs français. Et voilà, et je les veux élégants, faciles à porter. Ce sont des pièces dans lesquelles on se sent bien. Et voilà. Alors, ce Made in France, précisément, vous dites que vous travaillez avec des fournisseurs français. Ce Made in France, pourquoi vous pensez qu'il est aussi important aux yeux de vos clients? Alors, il est important parce que ce qu'elles ont besoin, c'est de se différencier de la masse, de ce qu'elles peuvent trouver ou pas trouver d'ailleurs, c'est plutôt ça, qu'elles ne peuvent pas trouver dans le commerce habituellement. Et puis, elles ont besoin de conseils, elles ont besoin... Ce qu'elles aiment, c'est pouvoir choisir, en fait. Aujourd'hui, plus de 95% des vêtements sont importés. Il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités de choix. Et puis elles participent à la création, du coup. Voilà. Là. Oui, tout à fait. Elles donnent leurs idées. Elles donnent leurs idées, et puis moi je les conseille également. Et voilà. Alors votre vie de styliste, c'est assez amusant parce que c'est en fait une seconde vie. Hein. C'est une seconde vie, oui, tout à fait. Ouais. Puisque j'ai démarré ma carrière en tant qu'ingénieur chimiste, donc j'ai travaillé dans l'industrie pendant quelques années. Et puis, je suis autodidacte dans l'âme, donc j'ai commencé à faire un peu toute seule, voilà, sur la table de la salle à manger, on va dire. et puis très vite, la graine a germé, on va dire, et j'ai abandonné mon métier. Je me suis formée, j'ai été suivre donc une formation à Subdemode Lyon et puis à la Chambre syndicale de la haute couture sur Paris. Et maintenant, c'est vous qui encadrez des stages. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Catherine Valentin, styliste, atelier rue Saint-Laurent. C'est ça. Et au MIF, donc au salon du Made in France à Paris, mi-novembre. Une autre créatrice, celle de bijoux, Hélène Letellier. Vous êtes artisan bijoutière. Alors vous êtes installée dans le quartier Beria. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Vous aussi, là, c'est une réorientation. Hein. C'est amusant, il y a un parallèle entre vous deux. Oui, parce que effectivement, j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignante dans un lycée horticole en Normandie, dont je suis originaire. Voilà. Et puis après, je suis partie pendant une petite dizaine d'années à l'autre bout du monde. Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, voilà, où je suis tombée amoureuse de cette île pour sa lumière. Et là, je me suis consacrée à la peinture à l'huile essentiellement, à la sculpture, au modelage, et voilà. Donc, quel rapport avec la joaillerie ? Alors, le rapport, c'est indirectement. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup la nature depuis toute petite. J'aime jardiner. Voilà, ça s'est vu dans ma première partie de carrière, on va dire. Et puis, j'aime aussi l'art parce que mon papa était antiquaire. Voilà, donc j'ai toujours baigné dans l'art. Et naturellement, le bijou s'est imposé à moi. Et donc, c'est ma troisième vie, on va dire. Et vos bijoux sont très inspirés des végétaux. Hein. Voilà, des végétaux. Et puis, comme j'expliquais aussi, c'est que mes bijoux sont des petits tableaux aussi à part entière. Je travaille la matière, donc les métaux précieux, l'or, l'argent ou le platine, avec une technique qui me tient vraiment à cœur, c'est la technique du repercé. Et en fait, ça consiste à découper le métal comme de la dentelle. Et donc, j'arrive à m'exprimer comme ça, avec les courbes, les contre-courbes, les vides, les pleins, comme en peinture. Et surtout, ce qui me plaît, c'est que ça permet de faire des bijoux avec beaucoup de transparence, comme en peinture à l'huile. Voilà. Illustration concrète, juste autour de votre cou, sur votre pendentif, si on voit, alors j'ai rarement l'habitude de demander aux femmes d'ouvrir leur décolleté, mais voilà, on le voit bien sur votre pendentif. La formation, Catherine nous disait qu'elle avait été obligée de se former. Vous, c'est pareil, hein, vous avez été obligée de repasser un CAP finalement. Voilà, CAP à Valence, CAP au Greta de Valence. Donc, oui, parce que c'est vrai que c'est quand même difficile d'être complètement autodidacte et on gagne du temps à se former, quoi. Ce salon du Made in France à Paris, vous en attendez quoi ?
Alors, Parce que vous allez tenir un stand, là, vous allez ah oui, présenter vos créations en fait, à Paris. on est sous la bannière de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère-Rhône-Alpes, mais on a notre propre stand, donc on aménage bien sûr comme on le souhaite, et on présente vraiment nos créations qui sont à vendre. Donc le premier objectif, c'est quand même de vendre, et donc de tester mes créations à cette nouvelle clientèle parisienne. Et puis, ce qui me tient à cœur aussi, c'est de défendre les valeurs de l'artisanat à la capitale, voilà. Et... Le Made in France, Ouais. le Made in local même, puisque vous vous Ouais. êtes installé dans le quartier Beria à Grenoble. Qu'est-ce qui plaît à vos clients? Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir, vous? Parce que des bijouteries ou des joailleries, il y en a, excusez-moi, mais beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de concurrence, mais les clients viennent à moi essentiellement pour retrouver de la pièce unique. C'est le propre de l'artisanat et c'est vraiment notre point fort. Et puis au-delà de ça, le suivi de clientèle aussi, on peut vraiment être au plus près et à l'écoute de la personne, ce que ne peut pas forcément proposer une grande chaîne, quoi. Voilà. Hélène Letellier, artisan bijoutière, donc c'est rue Denis Papin précisément, dans le quartier Beria. Laurent Gras, cet ancrage local, vous le connaissez bien, vous qui êtes depuis plusieurs générations installé sur les hauteurs de la Bastille à Grenoble, dans le restaurant bien connu, chez le Père Gras. Et vous êtes lancé il y a 2 ans dans cette aventure du Crétin des Alpes. Alors c'est une marque qui est née de toutes pièces sur cette gamme de produits à manger et à boire, made in Alpes. Made in Alpes, J'allais dire exactement. Dauphiné, mais même pas. C'est ça. Alors, je ne suis pas tout seul dans l'aventure. Yann Dascoli, évidemment, m'accompagne depuis le début. C'est une cofondation. Et cette marque, le Crétin des Alpes, effectivement, c'est un drapeau qui réunit des produits du terroir des Alpes françaises. Donc, on a déterminé une gamme de produits alimentaires dans un premier temps, qui est développée là depuis 1 an, avec une vingtaine de références. On trouve des soupes, des bières, des terrines apéritifs, des chips, bien sûr, des jus de fruits bio, des biscuits. On a commencé par ça. Et à chaque fois, donc, il y a un travail de recherche qui est fait au niveau des recettes dans ma cuisine. Dans le bureau de R&D, il est tout trouvé. Et ensuite, on va essayer de trouver un artisan dans les Alpes qui va pouvoir produire, puisque moi, c'est une cuisine de restaurant, donc je ne peux pas faire à la fois de la bière, des biscuits, des chips dans mon établissement, c'est pas possible. Et à chaque fois, on va trouver un artisan qui a l'outil qui correspond à nos besoins. Et on va venir compléter sa gamme, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir sur la gamme que lui propose, on va amener des recettes innovantes qu'il n'a pas, enfin il en a d'autres, mais je veux dire on va compléter sa gamme et surtout on va lui permettre de vendre des produits sous notre bannière sur un territoire qui n'est plus le sien. Et les recettes que vous mettez au point, elles sont quand même très identifiées au terroir. Moi, j'ai retenu la soupe potimarron bleu du Vercors, par exemple. Exactement. Alors, comment ça a démarré? Tout simplement, on a fait planter du potimarron à des agriculteurs avec qui je travaille au restaurant depuis des décennies. Et ce potimarron-là, on l'a travaillé avec un fromage de nos montagnes, de chez nous. Et aujourd'hui, on a 4 parfums de soupe et à chaque fois, on associe un légume de chez nous avec un fromage de nos montagnes. Vous me dites on est une marque drapeau finalement, mais en quoi cet ancrage territorial, cette identité du territoire, elle séduit vos clients, vos acheteurs? Alors elle séduit les clients par un sentiment d'appartenance quand on est des Alpes, c'est-à-dire on arrive à réunir sous la même bannière les Savoyards, les Hauts-Savoyards, les Isérois, les Hauts-Alpins et voilà, donc ça permet de réunir un petit peu tout ce monde. Ça permet aussi de trouver une identité aux touristes qui viennent en vacances dans nos montagnes. Alors, soit les Français, soit les étrangers. Et là, pour le coup, on a le drapeau bleu-blanc-rouge sur tous nos packaging. Et là, donc, on ramène un petit morceau de France quand on est venu passer des vacances dans les Alpes depuis les pays de l'Est ou autres. Voilà, donc ça permet d'avoir une identité forte, soit pour les locaux, soit pour les étrangers. Yann Dascoli m'avait dit... L'objectif, c'est de faire du Crétin des Alpes un peu le nougat de Montélimar. C'est un peu ça, ouais, exactement. C'est vraiment l'identification locale, le souvenir qu'on rapporte des Alpes, ou le petit plus qu'on est content d'aller ramener à une grande tante qui habite en Bretagne. Voilà, alors il y a le côté objet cadeau, c'est-à-dire qu'on ramène quelque chose, et puis il y a aussi le côté consommation courante avec des produits plus faciles d'accès comme la bière, les chips et autres, où les gens aiment consommer local et dans le quotidien. Donc faire l'apéritif avec le Crétin des Alpes, c'est plutôt sympa.
Merci beaucoup, merci Laurent, merci Catherine, merci Hélène d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est un autre champion local qu'on va découvrir. C'est un champion du presse-agrumes. Et oui, nous vous le présenterons. Il est installé à Grenoble. Lui aussi a su développer cet argument de l'authenticité. Ce Grenoblois est devenu l'un des acteurs les plus importants sur ce marché, en comprenant très tôt que les clients aiment faire eux-mêmes leur jus de fruits. Ça s'appelle Sampa, qui Sampa a inventé des machines à la fois design et ludiques. Découverte dans un instant. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble, bien sûr avec Didier Bruno, notre consultant. Dans un instant, découverte de Sampa, spécialisée dans la conception et la fabrication de presse-agrumes pour les professionnels. Une entreprise grenobloise qui connaît une exceptionnelle croissance grâce à son goût du design, et les idées ne lui manquent pas. Mais avant cela, il y a la traditionnelle question de l'internaute. Vous le savez, dans Classe Affaires, vous pouvez nous envoyer vos questions. Notre expert y répond. Et cette semaine, Didier, une question un peu technique de Candice qui veut des précisions sur l'EBITDA. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va parler de l'EBITDA, qui est une notion anglo-saxonne. Vous savez que dans la finance, il y a beaucoup de notions anglo-saxonnes, qui est devenue la référence absolue de tous les financiers. Même si, on le verra peut-être si on a le temps, il y a peut-être des critiques à apporter à cette notion. Qu'est-ce que c'est que l'EBITDA ? En anglais, donc, c'est Earnings Before Interest, Tax, Amortization and Depreciation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quelque part, c'est la mesure de la rentabilité d'une entreprise avant ses charges financières et avant l'amortissement de son outil de production et la dépréciation de ses actifs type marque, etc. Voilà, donc c'est vraiment la rentabilité d'une entreprise, celle qui va, cette rentabilité, se terminer par des flux de trésorerie. Donc c'est un indicateur, quoi. Donc c'est un indicateur. C'est un indicateur. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne va pas au résultat net, mais plutôt à l'EBITDA ? Alors en français, on va dire EBE, excédent brut d'exploitation. Mais bon, vous verrez dans les presse spécialisées, voire de moins en moins spécialisées, on parle d'EBITDA, parce que ça fait bien de parler anglo-saxon dans le domaine de la finance. Voilà, et donc c'est parce que l'entreprise a gagné avant de payer son banquier, avant, comme je vous l'ai dit, d'amortir son outil industriel et d'avoir déprécié ses actifs. Alors, il y a des critiques à l'EBITDA, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais entre une entreprise de service qui n'a pas beaucoup d'outils de production et une entreprise industrielle qui a beaucoup d'outils de production, on va les comparer avec le même indicateur. Donc, attention au comportement moutonnier et systématique dans ce monde de la finance. Voilà. Pour cet EBITDA, l'excédent brut d'exploitation, autrement dit. Merci beaucoup Didier. Si comme Candice, vous aussi, vous voulez nous poser une question, n'hésitez pas à envoyer vos interrogations. classeaffaires@telegrenoble.net, c'est l'adresse. Des jus 100% fruits confectionnés devant vous grâce à des presse-agrumes alliant design et technologie. C'est le créneau de Sampa à Grenoble, devenu un des acteurs majeurs sur ce marché mondial. Il dame le pion à des concurrents américains qui ne l'ont pas vu venir. Ces machines équipent les bars, les restaurants, les hôtels, mais aussi de plus en plus les supermarchés, même les aéroports ou les concessions automobiles. Pour nous expliquer les clés du succès, nous recevons son PDG, Pascal Fauché. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Sampa, longtemps basé à Moiran, et qui a récemment déménagé à Grenoble, dans le quartier de la Gare. Vous allez avoir 30 ans l'an prochain. La Gare, pas trop. Un peu plus loin. Oui, un petit peu plus loin. 30 ans l'an prochain. 30 ans avril 2019, c'est exact. Vous êtes, vous, un ancien de chez Kiss, qu'on connaît bien à Grenoble, les cabines photo en libre service. Et vous avez découvert ces appareils, ces presse-agrumes aux États-Unis. C'est exact. Vous êtes revenu avec cette idée des States. Oui, c'est ça. Oui. On peut aller aux États-Unis visiter New York. Moi, je n'ai pas vu New York, mais j'ai vu les presse-agrumes. Mais vous avez vu surtout les améliorations qu'on pouvait leur apporter. Alors ça, c'était la déformation du fait de travailler pour Kiss. C'était toujours la notion de transparence. Et je trouvais que la machine manquait totalement de transparence. Elle me paraissait extrêmement complexe. Alors, on ne voyait pas le processus de fabrication du jus de fruits. On le voyait très peu. Et vous vous êtes dit, là, il y a quelque chose à faire. Il y a certainement quelque chose à faire. Et vous l'avez fait, vous avez produit, imaginé des machines plus ludiques, plus design. Plus simples à utiliser, plus transparentes, oui.
dans lesquels le consommateur voit le processus de fabrication. Et c'est important, hein, c'est dans l'air du temps. Les gens ont besoin de voir comment les choses sont faites. On a besoin d'être assurés tous, dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on consomme, dans la manière dont on vit, oui, bien sûr. Pourtant, au départ, quand vous avez investi dans Sampa, c'était pas du tout une entreprise qui vendait des presses-agrumes. Pas du tout. Qu'est-ce que c'était? Racontez-moi. Sampa faisait des machines à faire de la pâte fraîche. C'est un peu différent, hein, je vous l'accorde. Mais il y avait quand même toujours cette notion du frais, quelque part. Donc voilà, on est dans une philosophie assez proche. Ce qui nous intéressait, c'était la coquille, l'entreprise. Ça permettait de gagner du temps pour développer un business sans recréer ces structures. Voilà, c'est ça l'intérêt. Au départ, vous étiez simplement revendeur, hein, je crois, de presse-agrumes, et après, vous avez décidé d'en inventer de nouveaux, c'est ça? Oui, d'aller un peu plus loin. Ouais. Alors, d'abord simple revendeur, ensuite de presse-agrumes espagnol, même, je crois, hein, la marque on était un petit peu plus que des revendeurs, parce qu'on était aussi dans le capital, donc on avait passé aussi un peu le cap. Donc effectivement, la transition était naturelle. Alors on va visiter cette entreprise à Grenoble, entreprise qui enregistre une croissance exceptionnelle depuis quelques années sur le marché du jus de fruits qui est là aussi exponentiel. Reportage d'Olivier Escalon. Bonsoir. Pas un mois ne passe sans un nouveau scandale alimentaire. En réaction, l'alimentation bio est en pleine expansion, les salles de sport fonctionnent à plein régime. Bref, les Français prennent soin de leur santé. Une société grenobloise surfe sur cette vague multivitaminée. Sampa, le leader européen du presse-agrumes pour professionnels. Le métier de Sampa, qu'est-ce que c'est ce métier? C'est la transformation de tout ce qui peut être fruits ou légumes en produits ultra frais, à consommer comme on consomme aujourd'hui, c'est-à-dire prêt à l'emploi, mais avec la préparation de ce que faisaient nos grands-mères. Sampa vend et loue des presses-agrumes haut de gamme destinés aux professionnels. L'idée, proposer un système simple et intuitif pour servir des jus de fruits frais pressés à la demande. Orange, pomelos et citron, la technologie doit permettre d'offrir des jus à la fois sains et bons. Créée il y a une trentaine d'années, la société s'adresse à une clientèle d'hôteliers, de restaurateurs ou encore de boulangers et de traiteurs. Mais le véritable boom arrive en 2013 lorsque l'entreprise pénètre le marché des grandes surfaces avec des machines en libre service. Alors aujourd'hui, on observe pour Sampa une nette évolution depuis 5 ans, tout simplement parce qu'on a mis en place des machines au libre service dans les supermarchés, ce qui a permis justement aux clients de découvrir ces machines-là. On retrouve plus de clients et plus de passages dans les supermarchés, c'est pour ça que le développement s'est fait beaucoup plus rapidement. Le chiffre d'affaires bondit de 71% en 2015, de 78% en 2016 et encore de 38% en 2017. La société enrichit son offre avec une machine à presser les grenades, un fruit aux vertus antioxydantes qui connaît un vif succès et propose un concept de mur à jus adapté aux besoins des grandes surfaces, comme ici à l'Intermarché de Cessin. C'est un petit peu à la mode, les jus de fruits frais, le bien manger, on a toutes les nouvelles applications, Yuka, etc. qui font qu'aujourd'hui les gens sont vraiment regardants sur les additifs, sur toutes ces choses-là et ces produits, ça répond vraiment au nouveau mode de vie, donc le bien manger, des choses fraîches, avec vraiment le jus et que le jus du fruit, quoi. La société Sampa réalise un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros et emploie 36 collaborateurs. Pascal Fauché, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion de ce qui peut plaire aux consommateurs, cette notion du manger sain, parce qu'effectivement, là, le consommateur a la preuve que son jus de fruits, il est fait sans additifs, sans colorants, sans conservateurs. C'est simplement, on ne fait que transformer la matière qu'on nous donne, que la nature veut bien nous donner. Oui. Parce qu'on voit, alors expliquez-nous, on le voit là sur les images, mais il faut bien comprendre qu'il y a un énorme réservoir de fruits au-dessus de la machine, et on voit les fruits qui tombent et qui sont pressés devant nous. Hein. C'est ça. Je crois que vous avez bien compris le concept de la machine. je suis bon pour être embauché finalement. C'est ce que j'allais vous proposer. On devrait pouvoir trouver un terrain d'entente. J'en suis désolé pour votre président. Hein, mais c'est pas grave, moi j'aime bien les jus de fruits. Bon, c'est une reconversion qui me va très bien. L'entreprise, on le disait dans le reportage, enregistre une croissance assez exceptionnelle. Comment vous l'expliquez? Il y a de nouveaux marchés qui sont apparus. Vous êtes allé vous positionner sur de nouveaux marchés? Non. Moi, je ne l'explique pas, j'en profite, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vous certifie que c'est vrai. Je ne fais qu'en profiter. Alors, on n'est pas une start-up, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 30 ans. Donc, n'est-ce pas le travail d'un simple paysan qui sème tous les jours et qui récolte? On peut considérer ça aussi. 30 ans, c'est long quand même pour récolter.
Non, mais effectivement, on voit là un Intermarché assez sain. On va dire c'est assez naturel de se positionner, d'aller installer des presses-agrumes dans un supermarché. Mais j'évoquais tout à l'heure... Naturel, vous l'imaginez comme ça aujourd'hui. Si je vous remettais il y a 10 ans, 15 ans, vous verriez que c'était tout sauf naturel. Alors, ça ne les intéressait pas du tout. Alors, expliquez-moi. Il faut savoir convaincre, il faut être convaincu pour être convaincant. Hein, c'est la base, hein, c'est le métier, il faut croire... Et puis il y a l'évolution d'habitudes de consommation mais aussi. Ça, vous ne pouvez pas mesurer au départ, parce que c'est quelque chose qui vient en plus. Mais vous vendez d'abord votre conviction, votre capacité à dire aux gens, il faut y aller. On veut tous consommer, boire différemment, s'alimenter différemment. Mais on revient simplement à un cycle, on dit souvent que la vie est une notion de cycle, on revient à un cycle du mieux manger, du mieux boire, parce que ça nous rassure aussi, et ça me rassure moi. Je ne fais qu'appliquer ce qui me plairait à moi-même. Dans le reportage, vous montriez, il faut aussi faire du sport, il faut bien consommer. Je partage complètement. Et bien alors précisément, on trouve maintenant vos presses-agrumes dans des salles de gym. Dans des clubs de football. Je crois qu'on a un Lyonnais pas loin de nous. Semble. L'OL est là. Alors l'OL est client. Absolument. Bon, il y a 30 000 clients dans le monde, alors on ne va pas tous les faire. Mais... Non, mais voilà, on a des gens très atypiques. Vous le disiez, je crois. On est présent un petit peu partout. Dans des concessions. Même dans les entreprises. Je sais que c'est un gag et que ça fait sourire, mais partout où il y a les gens, partout on peut les accueillir, partout on peut leur proposer différemment. Et je suis persuadé qu'on aura dans peu de temps un futur client très intéressant, Télé Grenoble. Oui, j'ai lu aussi l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale, c'est vrai ? C'est exact, absolument. Comment vous les avez convaincus ? Au niveau de la restauration, on n'a pas rencontré le président pour ça, ni le Premier ministre, il n'a pas eu besoin. Mais voilà, je pense que ça reste un marché normal, naturel. Ce n'est pas une question de richesse ou une question de pouvoir, c'est simplement une question de bon sens. Alors on parle de presse agrumes, on a vu aussi des presses grenades dans le reportage. Oui. En fait, la gamme, c'est plus d'une soixantaine de modèles. Un business model d'ailleurs qui évolue avec de plus en plus le marché de la location. On va comprendre avec ce reportage d'Olivier Escalon. Environ 2000 nouvelles machines vendues ou louées par an et 30 000 clients entreprises, principalement sur la France. Le résultat de 30 ans de travail pour Pascal Fauché, président de Sampa. Depuis sa création, la société a bien évolué. Des marchés de la restauration et de l'hôtellerie, elle s'est étendue à celui de la grande distribution avec succès. De la vente de machines, elle s'est également tournée vers la location. Alors, on est beaucoup plus axé aujourd'hui dans le principe de la location que de la vente, pour permettre aux machines, à chaque fois, qu'on puisse les faire évoluer et permettre à nos utilisateurs, c'est-à-dire au consommateur final, mais à nos clients locataires, d'avoir toujours la meilleure technologie possible pour assurer évidemment derrière la meilleure qualité du jus. Et pour moi, c'est fondamental. 62 modèles de pressoirs à agrumes permettent de s'adapter aux besoins de la clientèle. Taille du panier à fruits, meubles, support à bouteilles, tout est modulable. S'adapter, c'est aussi innover. Sampa et son fabricant autrichien Citrocasa proposent un système de couteau dynamique innovant. Alors, Sampa a déposé donc différents brevets, principalement le brevet du couteau dynamique qui va monter et descendre entre les presses et les rotors de la machine, ce qui fait que le couteau va couper nettement l'orange en deux parties. Les écorces vont se mettre sur le côté et le jus ne sera pas en contact avec les écorces, ce qui fait qu'il n'y aura pas de traces d'huile essentielle, pas de traces d'amertume dans le jus. Et nous avons aujourd'hui réalisé des analyses bactériologiques qui démontrent la qualité du jus à J+3. Dernier produit en date, un presse-agrumes manuel, sans moteur ni consommation d'électricité, pour répondre encore un peu plus à une clientèle soucieuse d'écologie et de santé. Enfin, pour accompagner ses clients, Sampa propose un service après-vente qui assure la mise en marche, l'entretien et la réparation des machines. Alors Pascal Fauché, on revient sur cet esprit d'innovation qui permet aussi de rester dans le coup. Ces fameux couteaux dynamiques, on n'y revient pas, on a bien compris le principe. Plus récemment, vous avez multiplié les murs à jus. Ce qu'on voyait tout à l'heure, par exemple dans l'Intermarché, oui, c'est ça. Proposer aux consommateurs la possibilité d'avoir différents types de produits et pas se limiter à un seul produit. C'était l'idée de base. Et puis, on travaille avec le service marketing. On a voulu accompagner nos clients pour faire des vrais concepts, une notion de mur, enfin, quelque chose qui est un axe de communication en même temps pour donner de l'information, pas juste poser des machines. Oui, ce n'est pas uniquement des machines, 3 machines l'une à côté de l'autre. Il y a un vrai concept avec une approche esthétique qui est également proposée.
On parle de presse agrumes, on a évoqué les presses grenades. Il y a 800 variétés, enfin il y a des centaines de variétés de fruits, hein, près d'un millier. Les applications sont innombrablement possibles. Elles peuvent l'être, absolument. Vous avez raison, absolument. Vous y travaillez déjà, votre service R&D planche là-dessus, sur se dire tiens... Il y réfléchit, oui, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut, ce qui paraît simple aujourd'hui est souvent compliqué au départ, il faut rendre les produits simples. Je dirais pas ça un économiste averti, mais ce sont souvent des investissements, du temps, de l'énergie, puis vous n'avez strictement aucune garantie de résultat. Hein. Voilà, c'est le rôle de l'entrepreneur. Parmi les sujets d'innovation, peut-être aussi une machine pour proposer des soupes fraîches. On ne peut pas en dire trop, mais vous travaillez dessus. On réfléchit dessus. Bon, je pense que notre dernière innovation, en tout cas, est peut-être plus proche, plus crédible des gens. C'est vraiment la notion d'éco-responsabilité des machines aujourd'hui qui peuvent être utilisées par le consommateur. On a considéré qu'il était normal de faire un geste pour la planète. Si tout le monde le fait, c'est pas plus mal. On voit tous les dérèglements climatiques. Donc aujourd'hui, pas de moteur, vous l'aviez dit, et c'est vrai que je suis convaincu que c'est un produit à succès pour demain. Ouais, c'est ce fameux presse agrumes manuel. Hein, alors on a beaucoup travaillé l'esthétisme et avec une facilité d'utilisation. Un enfant de 7 ans peut l'utiliser sans vraiment de force. Et on fait toutes les 35 secondes 33 centilitres de jus, donc une grande performance de la machine. Ça a été de longs mois de R&D. Hein. Très très long. 18 mois. À peu près, oui, c'est ça. Je crois que votre journaliste a bien retenu la date. On a bien travaillé. Hein. Vous avez très bien travaillé. Bon, Didier, encore une entreprise remarquable qu'on n'attend d'ailleurs pas spécialement à Grenoble, hein, des presses agrumes à Grenoble, et une vraie réussite et puis une croissance exceptionnelle ces dernières années. Oui, une vraie réussite. Et moi, ce que je retiens quand même de tous vos invités, Christophe, c'est qu'on a parlé de transparence, on a parlé de local aussi, parce que le local rassure les gens, parce que le local, les gens peuvent toucher, peuvent co-construire avec l'artisan, donc ça, je crois que c'est très important. Et tout ça, c'est un petit peu la demande d'aujourd'hui, la demande qualité d'aujourd'hui, que le consommateur ou que le citoyen exige. Et je pense que c'est normal qu'on ait ces formes d'entrepreneuriat qui se développent, qu'on ait ces très beaux succès aussi. Voilà, je pense que la transparence, on voit son orange, on voit ce qui se passe, on voit le process, on y participe. C'est aussi un peu ce qu'on disait la dernière fois aussi, ce retour de la mondialisation, ce revers de la mondialisation. On a besoin aussi de s'ancrer quelque part et de revenir à ce que j'ai beaucoup aimé avec vos deux invités, la notion de métier. C'est très important. Avoir un métier, développer un métier. Je crois que le consommateur demande de la qualité autour de ça. Métier, transparence, local, co-construction. C'est comme ça qu'on doit s'adapter. Et nous aussi, dans la banque, c'est comme ça qu'on doit s'adapter si on veut rester compétitif. De belles illustrations, effectivement, pour tout ce que vous venez de nous dire ce mois-ci dans Classe Affaires. Pascal Fauché, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de la gentillesse de m'avoir invité. Merci Didier Bruno. On se retrouve le mois prochain. Classe Affaires à voir et à revoir sur télégrenoble.net. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire.